Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Océan Indien, étude. Océan Indien, étude. Cette collection rassemble les essais généraux, études et travaux universitaires concernant les îles de l'océan Indien, les Comores, l'île Maurice, Madagascar, la Réunion, les Seychelles. NB. Les œuvres littéraires issues de la même zone géographique sont publiées dans notre collection Lettres de l'océan Indien. Déjà paru. Denis Alexandre Lahiniriko, Le mouvement démocratique de la rénovation malgache 1945 à 1958, 2021. Sar Ali Mohamed, Une oasis dans le désert des Comores. Histoire et refondation citoyenne, 2021. Ali Madi Djoumoua, Les Comores. Un pays pour deux États, 2019. Rajendra Paratian, Maurice, Intellectuels et champs intellectuels 2019. De l'amour Mab Adali, Assimilation et départementalisation des Outre-mer, La République en échec 2016. Touabibou Ali Mohamed, Culture intellectuelle et colonisation aux Comores 2016. Ali Madi Djoumoua, La jeunesse étudiante et l'indépendance des Comores 2015. André Sora, Le colonel Ratsi Mandrava, héros tragique du nationalisme malgache 2015. Sar Ahmed Sar Abdillah, Les Comores pour une indépendance financière et monétaire de l'archipel 2014. Préface. La vie politique tumultueuse, jalonnée de crises, que connaît Madagascar depuis l'indépendance en 1960, ne peut laisser l'historien indifférent. Son champ de recherche ne se limite pas aux périodes lointaines, à ces siècles obscurs encore peu labourés par leur discipline. Il s'intéresse aussi à la décolonisation, qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, suscite des mutations multidimensionnelles dans les sociétés des pays colonisés, et qui ne manque pas de réveiller les prises de conscience politiques à l'intérieur de celles-ci. Les institutions qui naissent alors favorisent l'émergence des partis politiques et posent la question de l'unité nationale, dans le cadre d'élections et de crises que celles-ci entraînent parfois, comme c'est est le cas à Madagascar entre 1945 et 1947. En plus, cette vie politique s'avère débordante de conséquences, non seulement durant les luttes pour l'indépendance. Les problèmes qu'elle entraîne pour la population restent d'actualité depuis la naissance de la Première République, celui de l'unité nationale et des relations entre les Malgaches notamment. Cette tranche de la vie politique de Madagascar influence, sinon conditionne ce que les citoyens continuent de vivre de nos jours. D'où l'intérêt, pour l'historien d'analyser les structures politiques à Madagascar en général et à Tananarive, la capitale, où s'organisent, se décident et se déroulent bon nombre d'activités dans ce domaine en particulier. L'histoire du temps présent, qui s'intéresse à l'après-guerre et avance son champ de recherche jusqu'à ces dernières décennies, trouve bien sa place pour l'analyse du comportement du citoyen électeur et pour l'explication des événements politiques récents. La publication du présent ouvrage sur les structures politiques à Madagascar durant la décolonisation éclaire différents aspects de la vie politique dans le pays durant la décolonisation, et définit la notion de culture politique nationaliste telle qu'elle se construit et évolue dès le lendemain de la conquête coloniale. À partir d'une documentation particulièrement abondante et variée, comprenant en plus d'une bibliographie riche de plus de 150 titres, des sources archivistiques publiques et privées, enquêtes orales effectuées dans la capitale et ailleurs, le chercheur a entrepris une analyse détaillée, fine et nuancée des structures et de la culture politique des Malgaches où apparaît aussi l'homme, citoyen et électeur. Il n'est pas étonnant que le MDRM, avec ses structures, son implantation, les origines sociales de ses dirigeants et militants, son idéologie, fasse l'objet des préoccupations majeures des recherches de l'auteur. Cependant, l'insurrection de 1947 proprement dite ne constitue pas l'objectif premier du travail, l'établissement des faits réels et des événements du terrain étant déjà connus pour la plupart, grâce aux recherches antérieures des historiens. Denis Alexandre Lahiniriko analyse plutôt la complexité du contexte politique précédant l'insurrection, et le rôle de la presse et des sections locales du MDRM dans formation d'une ambiance de violence. En tout cas, en tant qu'historien, il ne prend pas position sur la responsabilité des dirigeants du parti, ni encore moins ne juge ni même condamne tel ou tel camp de l'échiquier politique. Ce n'est pas son rôle.
En outre, les activités politiques nationalistes de l'après-insurrection bénéficient non seulement d'un exposé des principaux événements mais aussi d'analyses fouillées, d'où émerge la description et la définition d'une culture politique complexe, dont le début de la formation remonte dès le lendemain de la conquête française avec les résistances qu'elle occasionne. Néanmoins, cette culture politique nationaliste connaît sa pleine expansion durant la période de la décolonisation, avec un double aspect, unioniste et unanimiste, que l'auteur examine dans ses différentes phases et nuances. Les historiens et autres chercheurs en sciences humaines, et aussi les acteurs politiques actuels de tous bords, et les citoyens malgaches gagneraient à lire cet ouvrage remarquable pour la précision des événements observés et décrits, par la finesse des analyses de ceux-ci. Ils y trouveront certainement l'explication des faits sociopolitiques actuels et les questions qu'ils soulèvent, et comment éviter de refaire les mêmes erreurs et contribuer à résoudre les problèmes et crises politiques, freins voire obstacles à l'émergence d'une véritable nation malgache. Le pays pourrait ainsi sortir de l'ornière du sous-développement et de la pauvreté. Lucille Rabeartmanana, professeur titulaire émérite, Université d'Antananarivo, Madagascar. Introduction générale. Le Mouvement démocratique de la rénovation malgache, MDRM, est né le 11 février 1946 à Paris. C'est en juin 1946 qu'il s'implante officiellement à Madagascar. Son existence officielle, entre sa naissance et son interdiction 10 mai 1947, dure 15 mois. Les principaux événements liés à la vie du parti se sont déroulés pendant ce laps de temps. Sa création, sa structuration, multiplication de ses sections, adhésion massive, ses succès phénoménaux qui sont à l'origine des diverses persécutions administratives dont sont victimes non seulement ses principaux dirigeants mais également ses militants et ses simples membres. Élément central de la culture politique malgache, le MDRM et sa mémoire structurent encore une partie non négligeable de la vie politique contemporaine malgache. Figurant dans le programme scolaire dès l'école primaire, chaque malgache est censé s'empreindre de l'amour de la patrie, tel qu'il est confessé jadis par le parti et ses dirigeants. Il est ainsi considéré comme le phénomène politique le plus important survenu à Madagascar, au cours de son histoire récente. En effet, la vie politique malgache entre la Seconde Guerre mondiale et la Première République est aussi celle des structures politiques nationalistes luttant pour l'indépendance de Madagascar. Parmi elles, les partis politiques tiennent une place de choix. Se définissant comme un groupe social sollicitant le soutien de la population en vue de l'exercice direct du pouvoir, et organisé dans le temps et dans l'espace de sorte qu'il dépasse l'influence personnelle de ses dirigeants, ou encore comme une réunion de personnes de même idéologie politique recherchant le soutien de la population en vue de l'exercice du pouvoir. Il suppose une organisation à plusieurs niveaux, des cellules ou des comités au comité directeur. Néanmoins, dans le présent ouvrage, la définition de parti politique est prise dans le sens de Jacques Lagroix, adopté par Marc Lazare dans son analyse de la culture politique communiste, c'est-à-dire l'ensemble des groupements, organisations et associations qui contribuent chacun à sa manière et selon sa logique propre à la construction d'un groupe de référence. Le parti est ainsi un système d'action, et pas seulement une entreprise qui concourt sur le marché des biens politiques tel qu'il est défini par certains politologues. Dans ce cas, il peut englober non seulement des partis politiques définis légalement comme tels et qui reconnaissaient et assument cette dénomination mais aussi des structures associatives qui participent pleinement au jeu politique, au niveau des débats d'idées, des consultations électorales. C'est un phénomène politique assez récent. Il apparaît sous sa forme moderne au XIXe siècle dans les pays occidentaux, avant de s'étendre au reste du monde. Sa diffusion en Afrique est liée à l'établissement colonial européen sur le continent. D'une manière générale, le pluralisme partisan date de l'après-Seconde Guerre mondiale même si le premier parti politique africain, le True Whig Party libérien, naît dès 1860. Il correspond à la démocratisation partielle des régimes coloniaux. Entre 1943 et 1968, près de 150 partis sont ainsi créés sur le continent à une époque où les différentes colonies revendiquent leur indépendance, réclament la mise en place du suffrage universel et aspirent à l'élection des gouvernements nationaux. Il s'agit de l'appropriation d'un moyen de lutte politique propre à l'Occident,
mais que l'évolution même de la société africaine, suite à son contact avec la civilisation européenne, rend indispensable. Comme lieu où s'opère la médiation politique, le parti devient, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, l'instrument de prédilection de la population colonisée pour en finir avec un régime autoritaire et injuste. À Madagascar, l'apparition des partis comme outil de lutte nationaliste date de 1936 avec le PCRM, Parti communiste de la région de Madagascar. Mais ce dernier reste une section d'un parti métropolitain, et a une vie aussi éphémère que mouvementée. Il implose avant même que le PCF soit mis hors la loi, à la suite du pacte germano-soviétique de 1939. Ainsi, il a fallu attendre 1946 pour que des partis politiques véritablement malgaches au sens plein du terme apparaissent, MDRM, PDM, MSM, PADESM, marquant ainsi une nouvelle étape de l'évolution du nationalisme malgache en continuelle mutation. Et malgré la parenthèse d'avril 1947 à janvier 1956 pendant laquelle les partis politiques mettent en sourdine leurs activités revendicatives, ils réapparaissent avec beaucoup de dynamisme et de détermination au lendemain des élections législatives de 1956 et continuent à exister après l'indépendance de 1960, devenant ainsi un élément permanent du jeu politique. Les Malgaches n'ont pas attendu cependant la formation des partis politiques pour exprimer leurs revendications sociales ou politiques. Dès la première moitié du XXe, d'autres structures ont été utilisées et d'autres moyens d'expression employés. Parmi ceux-ci, on peut citer en premier lieu les associations, qu'elles groupent des intellectuels comme la VVS, des personnes partageant la même conception sociale ou politique, GEC, ou des individus défendant des intérêts sociaux ou économiques comme les syndicats CGT. Les partis politiques ne sont ainsi qu'une forme d'expression politique que les Malgaches ont su récupérer et s'approprier. Ils deviennent alors un moyen permettant au mouvement nationaliste de s'épanouir et d'agir avec efficacité. Histoire d'un parti politique. La formation du MDRM se place ainsi à la croisée de trois contextes fondamentaux. Premièrement, sa création est inséparable du vaste mouvement de décolonisation qui souffle dans le monde après les destructions, l'hécatombe et autres occupations militaires provoquées par la guerre de 1939 à 1945. Deuxièmement, elle est liée au contexte métropolitain dominé par une volonté de reformer la structure de l'Empire français, une option presque obligatoire suite à l'évolution politique de la France elle-même, occupation allemande, collaboration vichiste, résistance, et des rôles effectifs de ces colonies, en particulier leur soutien pendant ces années de guerre, aide matérielle, envoi massif d'hommes de combat. Troisièmement, elle est étroitement rattachée à la conjoncture politique à Madagascar elle-même. En effet, la formation du parti s'explique, en grande partie, par la montée en puissance de l'idée indépendantiste chez les Malgaches, aussi bien parmi l'élite que dans le reste de la population. Ainsi, le MDRM est censé être la structure dont la mission est d'acquérir l'indépendance en s'appuyant sur la population tout en utilisant le cadre légal de la République française. Cet ouvrage s'intéresse à cette évolution du MDRM en tant que parti politique. En effet, l'essentiel des réflexions et des écrits sur le groupement politique provient des auteurs qui étaient en même temps acteurs de la vie du parti. Dans ce cas, leurs écrits ont une valeur de témoignage, utilisable comme source. La plupart de ces publications sont l'œuvre des personnalités ayant tenu un rôle important au sein de la formation politique, essentiellement des membres du bureau politique. On peut citer les cas de Ranaivo Paul, de Rakotoni Réni Joseph, de Rabémanandjar Jacques ou du prolifique Raymond William Rabémanandjar. Quant aux autres écrits scientifiques et universitaires sur le MDRM, s'ils présentent des atouts certains, leur portée est bien souvent limitée par leur caractère monographique et régional. Ainsi, ils ne se concentrent généralement que sur une ou au plus quelques sections locales uniquement. D'ailleurs, on remarque que les sujets traités ne se focalisent pas directement sur le parti ou sur une de ses sections, mais dans leur quasi-totalité sur des événements qui lui sont liés. Insurrection de 1947 à 1948, Société secrète, PADESM, Presse. Il en résulte un manque de vision globale sur le parti, les analyses monographiques ayant une tendance à dégager des spécificités régionales. Ainsi, les caractéristiques générales du MDRM,
les grandes lignes de son programme ou encore ses sensibilités idéologiques internes ne sont pas suffisamment connues. Parfois de nombreuses idées trop vite admises défigurent les véritables enjeux au sein du parti. L'ouvrage de Raymond William Rabé-Mananjar, édité en 1953, constitue la seule tentative d'aboutir à un résultat à caractère généraliste. C'est la raison pour laquelle il constitue une source pour le présent ouvrage. Reconstruire l'histoire du MDRM, telle est l'ambition de ce livre et tel est également son intérêt. Si le MDRM est au centre de cet ouvrage, comprendre les différents contextes de son apparition et de sa disparition reste important. Cela nécessite une meilleure connaissance de l'évolution du nationalisme malgache et de ses structures de lutte. Ainsi, à travers l'histoire du mouvement pour la rénovation, un des enjeux essentiels de ce livre est d'analyser in fine le rôle des structures politiques dans l'évolution du contexte politique de l'après-guerre et notamment leur place et leur participation au mouvement d'émancipation, pour mieux l'éclairer et le comprendre. Dans cette étude, une réflexion temporelle à deux vitesses est adoptée. D'abord, à travers les structures du mouvement revendicatif en privilégiant dans un premier temps une partie importante de la période coloniale, du moins entre les années 1910, apparition de la VVS et l'insurrection de mars 1947. Nous entendons par structure les caractéristiques ou composants d'un ensemble qui sont permanents malgré la loi irréversible du temps qui oblige toute chose à changer, lentement ou rapidement. La seconde vitesse temporelle est celle des événements qui sont à la mesure des individus, de la vie quotidienne, de nos illusions, de nos prises rapides de conscience, disait ironiquement le grand Brodel dans son mépris du politique qu'il considère comme l'horizon mort de l'histoire. La réflexion entre ainsi dans le cadre épistémologique du retour du politique, en tant qu'objet privilégié de l'étude historique amorcée depuis les années 1970. Plus encore, elle s'insère dans ce courant historiographique encore récent du retour de l'événement. Effectivement, l'événement qui dans le temps court se distingue par son caractère imprévisible, soudain irrationnel de la conjoncture, terme d'économie correspondant au cycle et aux crises, est actuellement réhabilité dans ses vertus après avoir été longtemps discrédité par une école des annales impérieuses et dominantes. Une telle approche est évidemment à mettre en relation avec les bouleversements récents du monde contemporain, avec ces successions d'événements dont l'onde de choc continue toujours à bouleverser le monde, la chute du mur de Berlin en 1989, l'implosion de l'URSS et la fin de la bipolarisation ainsi que du rêve communiste en 1991, les attentats terroristes du 11 septembre 2001. Ainsi, l'événement devient porteur et géniteur comme l'écrit Edgar Morin. Toute explication qui élimine la surprise et l'incongruité de l'événement est une interprétation qui élimine l'information que devrait nous apporter l'événement. En effet, comment nier l'importance capitale d'événements fondateurs comme la naissance du MDRM, l'insurrection du 29 mars 1947 à Moramanga, le communiqué des évêques de Madagascar à tous les fidèles du 27 novembre 1953. En fait, ces événements sont à la fois singuliers à leur échelle et un indice révélateur d'un ensemble. Autrement dit, ils sont les témoins peut-être les plus voyants, derrière lesquels on peut entrevoir la rupture et la permanence de l'évolution de l'histoire, notamment celle d'un pays. L'objet de l'histoire n'est-il pas d'observer les changements, à plusieurs niveaux, du lent au rapide, qui affectent la société en vue de proposer des explications ? C'est pourquoi cet ouvrage propose une grille de lecture qui privilégie tout aussi bien la courte durée que la moyenne voire la longue durée, par exemple, à travers l'analyse des adhésions à un parti politique en tenant compte de la structure mentale des Malgaches. Bref, ce livre propose une réflexion sur les différentes structures politiques nationalistes à travers la séquence des divers événements qui se sont déroulés à Madagascar entre la Seconde Guerre mondiale et l'indépendance, mais également à travers les structures sociales et culturelles malgaches existant depuis plusieurs siècles. L'attachement de cette étude aux événements s'explique également par le contexte spécifique de Madagascar. Certes, il ne s'agit pas de refaire une histoire événementielle à la Seignobos, même si ces travaux méritent d'être révisés et repensés, mais étant donné la jeunesse de la recherche historique dans le pays, il n'est pas superflu de mettre au jour des faits, des personnalités, des structures qui ont marqué son évolution. Beaucoup d'événements, plus ou moins importants, sont connus. Mais beaucoup d'autres ne le sont pas encore,
certains sont méconnus, d'autres mal connus et quelques-uns oubliés. De plus, certains faits ne sont connus que partiellement ou encore sont l'objet de la mémoire, plus ou moins déformée, et non d'histoire. Et même si l'historien doit en tenir compte, ce n'est pas son objectif premier. Et dans son rôle de vulgarisateur de la connaissance du passé, l'historien est appelé à faire ressurgir ces événements enfouis dans l'épaisseur du temps. Madagascar a encore besoin d'événementiel. Analyse structurelle. Retracer l'histoire du MDRM suppose une analyse approfondie de sa structure complexe avec ses différentes instances dirigeantes et de base. S'inspirant largement des travaux de Maurice Duverger dans son livre, devenu un classique, sur les partis politiques, cet ouvrage s'efforce de dégager le contexte général de l'apparition du parti par rapport au contexte métropolitain et à travers le contexte local. Les conditions de la formation du parti politique sont ainsi particulièrement évoquées. Le processus de sa formation fait également un objet d'analyse, de même que la mission qu'il s'est assignée. La structure interne revêt une grande importance pour un parti, car au sein de celui-ci, les problèmes d'organisation et de discipline l'emportent parfois sur les questions de doctrine. Ainsi, il importe d'étudier les différentes institutions, congrès, comités directeurs, sections, qui garantissent la permanence de la formation politique ainsi que leurs relations. Tout cela pose le problème de la discipline ainsi que du rôle et des pouvoirs effectifs de chaque instance, d'où l'importance d'analyser la distribution du pouvoir au sein du parti, même s'il existe souvent une discordance entre le pouvoir réel et celui défini par les statuts. Cette question d'organisation mène à analyser la nature de l'encadrement que propose le MDRM. L'historien s'intéresse évidemment à l'image sociologique qu'un parti entend donner de lui-même, et qui révèle à la fois la clientèle dans laquelle il entend puiser ses adhérents et ses électeurs, et la philosophie sociale qui sous-tend son action. Pour cela, l'analyse de la composition sociologique du Parti de la Rénovation est utile ainsi que celle de ses électeurs. Elle peut fournir des données qui permettent de savoir si l'appartenance sociale détermine ou conditionne le vote et l'adhésion en faveur d'un parti politique, et si ce dernier n'est que le reflet politique d'intérêts de classe ou de l'opinion de collectivité familiale. Dans ce cas, les positions politiques ne sont pas toujours individuelles. Enfin, l'étude de l'idéologie du MDRM est intéressante. Celle-ci, étant d'un système de croyances partagé par tous ceux qui se réclament des partis politiques, qu'ils soient adhérents, militants ou simples électeurs, permet d'exprimer en termes d'intérêts généraux et de choix de société, en leur donnant une portée générale, des décisions et des attitudes dont l'origine se trouve souvent dans la conjoncture la plus immédiate. Elle constitue enfin un ensemble de croyances qui permet d'intégrer les membres du parti dans une communauté quasi spirituelle. Mais comme Serge Bernstein le fait remarquer, pour la majorité des adhérents, des sympathisants et des électeurs d'un groupement politique, la doctrine n'est pas toujours une évidence. Elle s'impose plutôt à eux sous forme de culture politique. De la culture politique nationaliste. Au terme de l'analyse structurelle du MDRM, cet ouvrage veut apporter une contribution importante à l'étude du nationalisme malgache en abordant une réflexion sur la culture politique nationaliste. Celle-ci se définit comme une sorte de code et un ensemble de référents, formalisés au sein d'un parti ou plus largement diffus au sein d'une famille ou d'une tradition politique. S'il est difficile d'utiliser cette notion au niveau d'une société à une période où le sondage n'existe pas encore à Madagascar, il est plus approprié de l'appliquer au niveau des structures de lutte politique appartenant au mouvement d'émancipation malgache. En effet, l'objectif de cette approche par la culture politique est d'éclairer l'engagement politique des militants et des sympathisants du nationalisme malgache. Celui-ci est plus ou moins permanent entre la Seconde Guerre mondiale et l'avènement de la Première République, comme si l'évolution de la conjoncture sociopolitique de Madagascar n'avait qu'une faible emprise sur lui. Dans un contexte colonial où toutes les contestations de l'ordre établi sont fortement réprimées, on pose des questions sur les motivations de ces électeurs qui continuent de donner leur voix aux candidats nationalistes lors des différentes consultations électorales. On se demande pourquoi, en dépit des arrestations massives et des exécutions consécutives à l'insurrection de 1947, les militants nationalistes continuent la lutte pour l'autodétermination de Madagascar. La réponse est sans doute
à rechercher dans l'existence et surtout dans l'intériorisation d'une culture politique nationaliste par une partie, plus ou moins importante, de la société malgache et qui dicte son comportement politique en dépit des risques réels ou imaginaires, qu'elle encourt en s'opposant au système de domination coloniale et en sympathisant avec un mouvement dont l'objectif est de mettre fin à la colonisation. Même si cette problématique autour de la culture politique n'est que secondaire dans cette étude, on essaiera de l'analyser, sans doute en filigrane, pour démontrer qu'il existe un système de représentation dans lequel se reconnaissent ceux qui se réclament du nationalisme, votent en faveur de ses candidats et sympathisent avec ses opinions et ses positions politiques. Il s'agit des souvenirs partagés, âge d'or précolonial, la modernité du système politique du royaume de Madagascar, des héros consacrés, les députés du MDRM, les martyrs de l'insurrection de 1947 à 1948, des vocabulaires dont la signification semble évidente même pour ceux qui seraient incapables de les expliquer clairement, Firaïsana, Fivondroniana, Fiyetana, des symboles, des discours. Ces références sont partagées par la plupart des structures qui se reconnaissent dans le nationalisme. Celles-ci, en tant que vecteurs, les ont diffusées non seulement à leurs membres mais plus généralement à la population. C'est sur ce point que la presse joue un rôle beaucoup plus important que celui de simples moyens de revendication. Comme toute culture politique, celle du nationalisme malgache a connu une évolution dans le temps. Épouse-t-elle celle des structures politiques ? Cette étude essaiera de démontrer que oui. En tout cas, un fait semble être admis, la culture nationaliste n'est pas monolithique. Il existe plusieurs variantes qui se superposent ou qui se suivent. En fait, devant l'évolution de la conjoncture politique à Madagascar pendant les 2 décennies de 1940 et 1950, en s'adaptant, elle subit des transformations. La postface de cette étude revient largement sur cette notion importante de culture politique. Union nationale, union nationaliste, unanimisme, question de définition. Dans cet ouvrage, la question de l'union nationale est largement évoquée. Il ne s'agit pas ici de démontrer la pertinence de l'une ou l'autre définition du mot « nation », ni même de nationalisme. Toutefois, il est approprié de situer cette recherche par rapport à ces termes appelés à être utilisés fréquemment. Déjà, certains mots tels que patriote ou nationaliste se confondent dans leur utilisation à Madagascar sans doute à cause de leur traduction par le seul terme de Tia Tanindrazana. Seulement, le mot Tanindrazana peut aussi bien désigner la terre natale des ancêtres, là où ils sont enterrés, que Madagascar dans son ensemble. Selon Ernest Gellner, le nationalisme est essentiellement un principe politique qui affirme que l'unité politique et l'unité nationale doivent être congruentes. De la violation de ce principe est né le sentiment nationaliste. Même si beaucoup de travaux ont été publiés sur le nationalisme, l'hypothèse de travail adoptée dans cet ouvrage découle de la définition de Gellner. Ainsi, est nationaliste celui qui prend pour cadre de son action l'ensemble du pays. D'après Hobsbawm, ceux qui luttaient pour la libération n'étaient des nationalistes que parce qu'ils adoptaient une idéologie occidentale parfaitement adaptée au renversement des gouvernements étrangers. Cette seconde notion permet de circonscrire encore plus le champ d'étude, car elle implique que dans le terme de nationalisme existe une idée de libération de la domination étrangère. Ainsi, est nationaliste celui qui lutte pour l'autodétermination. Par conséquent, les structures revendicatives étudiées avec le MDRM sont celles qui réclament l'indépendance de Madagascar, et dont les activités intéressent l'ensemble de la population malgache. L'idée d'union nationale découle de ce préalable théorique. Il s'agit de l'union de tous les Malgaches qui transcendent les ethnies et les groupes de population. Dans les discours nationalistes, elle peut prendre 2 significations. Primo, l'union entre les Malgaches dont le discours colonial nie l'existence en avançant le concept de race disparate, dont les intérêts divergent. Le conflit Mérina-Côtier est ainsi souvent évoqué dans lequel Côtier désigne l'ensemble de la population non mérina, même ceux qui n'ont pas un accès à la mer. Secondo, quelquefois, le terme union nationale renvoie à l'idée d'union non seulement entre les Malgaches mais entre ces derniers et la population européenne établie dans la Grande Île. Dans ce second cas, il est utilisé comme une stratégie politique visant à rassurer les autorités coloniales que la revendication de l'indépendance ne signifie aucunement un rejet de la France. Évidemment,
Dans cette étude, on indiquera dans quel sens l'idée d'union nationale est utilisée au fur et à mesure de l'analyse. De même, le terme d'union nationaliste est employé pour indiquer cette volonté de ceux qui luttent pour l'indépendance de Madagascar de s'unir pour atteindre cet objectif. La division nationaliste en est le contraire. Concernant le substantif unanimisme, dans le contexte de cet ouvrage, il est utilisé pour désigner ce penchant des structures et des personnalités nationalistes à incarner seules les aspirations des Malgaches à l'indépendance, cette volonté de s'approprier pour soi la représentation de l'ensemble de la population. D'où l'apparition des vocables tels que « traître à la nation », que la plupart des structures nationalistes utilisent pour pointer du doigt ceux qui n'adhèrent pas à leur conception politique. Notons que l'on retrouve aussi cette notion dans une communauté, villageoise ou familiale, où la prise de position politique doit être commune, la brebis galeuse est ainsi remise à l'ordre ou dans le cas du Sud-Est frappé de l'Ankhivi. Plan. Pendant les quelques mois de son existence, le MDRM a exercé une domination sans précédent dans le paysage politique malgache. Ses succès lors des différentes consultations électorales ainsi que son implantation nationale lui confèrent ainsi une force le rendant incontournable même pour les autorités coloniales. La première partie de cet ouvrage est consacrée à cette période exceptionnelle dans l'évolution de l'histoire sociopolitique malgache. Néanmoins, en dépit de cette domination, le MDRM n'a pas été le seul acteur politique majeur de la scène politique malgache. Mais cela ne l'a pas empêché d'exercer un véritable unanimisme politique. La deuxième partie y revient largement. Il est contesté par d'autres structures revendicatives telles que le PDM. Cela d'autant plus que le parti a été également victime de ses propres succès. La troisième partie de cet ouvrage est justement consacrée aux limites de la forte domination socio-géographique du parti à Madagascar. Dissous en mai 1947 suite à l'éclatement de l'insurrection, le MDRM a continué néanmoins d'exercer une certaine influence sur les jeux politiques malgaches. Il devient ainsi un élément important de la culture politique malgache contemporaine. Chapitre 1. Le contexte général de la création du MDRM. La création du MDRM a des racines qui plongent dans les profondeurs de l'histoire du nationalisme malgache et qui remontent aux années 1910 avec la VVS. Le fait qu'il soit né en dehors de Madagascar, à Paris, n'est pas le fruit du hasard. S'il est vrai qu'il s'agit, en partie, d'un subterfuge afin de contourner la non-promulgation dans le territoire de la loi de 1901 sur les associations, il n'en demeure pas moins vrai que ce lieu de naissance marque l'importance de la diaspora malgache de France dans le mouvement d'émancipation. D'ailleurs, le parti n'a pas eu de mal à s'implanter dans l'île du fait qu'il est l'héritier justement des structures mises en place par les différents mouvements de lutte qui le précèdent. Ainsi de Paris, il s'implante d'abord à Tananarive et rapidement, il a pu tisser ses réseaux de sections en suivant l'organisation de l'administration elle-même. Ce qui lui permet d'être présent un peu partout, y compris dans des villages qui n'ont jamais vu passer un administrateur Vazaha. Bien évidemment, ces promoteurs ressentent très rapidement le besoin de l'organiser, de le structurer d'autant plus qu'il est créé en vue des futures consultations électorales, notamment les législatives de juin 1946 à l'occasion desquelles les parlementaires malgaches jouent leur réélection. Le MDRM n'aurait pas pu voir le jour sans un contexte favorable. En effet, sa naissance ne peut être dissociée de la conjonction de trois circonstances décisives. D'abord, un contexte international marqué par la montée en puissance du vent de décolonisation qui ébranle les fondations de tous les empires coloniaux dans le monde. Ensuite, un contexte français marqué par la défaite devant l'armée du Troisième Reich et la libération qui suit, rendant inévitable une nouvelle politique coloniale dont la ligne directrice doit être la promotion d'une certaine liberté politique dans les colonies. Enfin, un contexte malgache dans lequel le mot indépendance devient le leitmotiv d'un mouvement de revendication, devenu puissant en ce temps béni d'une certaine liberté d'expression, perceptible notamment dans la presse d'opinion dont le nombre d'organes ne cesse d'augmenter dans les années 1946 à 1947. D'ailleurs, dans son discours, le mouvement de la rénovation malgache n'hésite pas à se placer au niveau de ce triple contexte. Le contexte. La Seconde Guerre mondiale constitue une étape importante dans l'évolution politique de Madagascar.
Elle a un impact considérable non seulement sur les structures de lutte utilisées par les nationalistes, mais aussi sur le contenu de leurs revendications. Le contexte international, la décolonisation en marche. Si la guerre ne prend fin qu'avec les défaites allemandes et japonaises en 1945, les vainqueurs, et notamment les États-Unis et la Grande-Bretagne, anticipent la création d'un nouveau monde qui doit naître à l'issue du conflit. Ainsi, les Anglo-Saxons, dès 1941, élaborent des plans pour que l'hécatombe provoquée par la guerre ne soit plus rééditée. Ce plus jamais ça continue bien sûr avec l'éclosion d'une nouvelle puissance mondiale, l'Union soviétique, qui affichera un anticolonialisme militant après le conflit. Ainsi, des conférences pour la paix ont été organisées. La guerre permet aussi bien à l'Italie qu'à l'Allemagne de faire passer sous leur joug un certain nombre de pays hier encore indépendants. C'est de ce constat qu'est née la Charte de l'Atlantique signée en août 1941 par Roosevelt, au nom des États-Unis, et Churchill, pour la Grande-Bretagne. Cette charte proclame alors que chaque peuple a le droit de choisir la forme de gouvernement sous laquelle il veut vivre. Évidemment, la menace communiste sur l'Europe de l'Est motive en partie cette déclaration. Elle va encore plus loin, car ces deux pays montrent une réelle volonté d'accorder les droits souverains et le libre exercice de gouvernement à ceux qui en ont été dépourvus par la force. Il est évident qu'une telle déclaration ne peut être destinée aux seuls pays européens écrasés par les nazis, même si tel est le point de vue de Churchill. Elle a une portée universelle et concerne aussi les colonies. Ce point est d'autant plus important pour les nationalistes malgaches qu'ils ont toujours proclamé que Madagascar était un pays indépendant, avant la colonisation française. Un État précolonial qui avait sa place dans le concert des nations. Ce constat les pousse alors à penser que la Grande Île est un candidat potentiel à la Charte de l'Atlantique. D'autant plus qu'elle a aussi perdu son indépendance suite à une guerre. D'où l'utilisation du mot « restauration » de l'indépendance par la presse nationaliste et ses partisans après 1945. Consciente que le monde ne sera jamais meilleur si c'est la force qui continue à régler les conflits opposant les États entre eux, les grandes puissances de l'après-guerre décident de créer une structure qui deviendra un recours pour éviter les guerres. C'est ainsi que l'Organisation des Nations Unies est créée. Évidemment, sa charte signée le 26 juin 1946 a une portée beaucoup plus importante que la Charte de l'Atlantique qui n'intéresse au départ que les pays européens d'une manière générale. Elle est imprégnée de la mystique de l'égalité des droits. Elle est fortement inspirée de l'idéologie anticoloniale que la politique américaine avait favorisée au cours de la guerre, et qui s'était manifestée d'une façon très nette durant la conférence de San Francisco. Cette charte est encore plus explicite dans son anticolonialisme. Son article 1er, alinéas 2 et 3, est très clair quant aux objectifs de l'ONU, qui est appelée à développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes. Mais cette organisation fait plus que poser des principes généraux. Elle songe à trouver les moyens d'appliquer ses intentions anticoloniales. Ainsi, le chapitre 11, article 73, souligne que les membres des Nations Unies, qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer tel territoire, reconnaissent le principe de la primauté des intérêts de leurs habitants. Ils s'engagent à assurer le progrès politique, économique et social de ces populations, ainsi que le développement de leur instruction, à les traiter avec équité et à les protéger contre les abus, à développer leur capacité de administrer elles-mêmes, à tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leur degré variable de développement. Il va sans dire que les nationalistes malgaches voient dans la charte de San Francisco une arme de plus à utiliser pour donner une légitimité, notamment internationale, à leurs revendications. Aucun journal nationaliste digne de ce nom ne manque d'y faire référence dans ses articles pour revendiquer l'indépendance de la Grande Île. Ainsi, N.Y. Rarini, la justice du leader nationaliste Jules Ranaivo pense que la Charte de l'Atlantique, la conférence de San Francisco, celle de Dumbarton Oaks ont traité en premier lieu de la question du problème colonial. Les Nations Unies ont décidé d'affranchir les pays qui,
ayant été auparavant des gouvernements reconnus, sont annexés par suite de guerres malheureuses ou les colonies qui présentent aujourd'hui des caractères d'évolution leur permettant de se gouverner par elles-mêmes. Ravois Ngui, qui sera un des fondateurs du MDRM, dans sa conférence donnée le 5 octobre 1945 au théâtre municipal à Tananarive, est très explicite quand il met en relation les revendications nationalistes et ses grandes chartes anticoloniales. Lors de son allocution, le futur député pointe du doigt le fascisme et le racisme, qui sont à l'origine d'une guerre qui fit mourir tant d'hommes et qui fut le point de départ de tant de désastres et de tourments indicibles, et qui ont bouleversé le monde de fond en comble, et c'est par miracle qu'il se tient debout. Il ajoute que pour éviter la réédition d'une telle catastrophe, les grandes nations ont résolu d'établir un ordre nouveau. Un ordre nouveau qui ne laissera plus la force dominer le monde, ni dépouiller les petits et les faibles, ni tenir en esclaves les peuples sans défense. Un ordre nouveau où le peuple sera souverain et libre de se gouverner lui-même. Un ordre nouveau qui respectera la dignité et les droits humains sans distinction de race, de couleur ni de religion. Un ordre nouveau qui aura pour base la justice, la liberté et l'union qui seuls peuvent assurer au monde une paix durable tant au point de vue spirituel qu'au point de vue matériel. Il est évident que Ravois Ngui évoque, en filigrane, à travers cette déclaration le cas malgache. Et quand il cite les petits et les faibles, ou les esclaves, ses auditeurs ne peuvent que faire un parallélisme avec la situation des Malgaches. En effet, depuis la fin de la guerre, la presse nationaliste, en général, n'arrête pas de faire le procès de la colonisation. Cette dernière est souvent assimilée à un système qui s'apparente bien à l'esclavage. Ainsi Mongo dans un article intitulé « Esclavage, esclavage » écrit que les Français ont vraiment tiré du premier esclavage tous les esclaves d'autrefois, mais ils les ont introduits dans un deuxième esclavage qui est beaucoup plus dur que le premier, bien qu'on le subisse avec ceux qui étaient autrefois les maîtres. Et Ravois Ngui de continuer son allocution par un hommage aux initiateurs de la Charte de l'Atlantique. La considérant alors comme un pas en avant, il pense que la Charte des Nations Unies en est la suite logique et la réalisation pratique. Il énumère alors les idées maîtresses en les résumant en 3 points distincts. Primo, les Nations Unies reconnaissent l'égalité de droits de tous les hommes et acceptent d'assurer leur bien-être. Secondo, elles reconnaissent la nécessité de donner l'indépendance aux peuples qui sont capables de se gouverner eux-mêmes. Et tertio, elles se chargent, avec le système de trusteeship, d'assurer les progrès moraux, intellectuels et matériels des peuples qui ne sont pas assez évolués pour se gouverner eux-mêmes, et s'engagent à les mener rapidement vers l'indépendance. Bien évidemment, il ne mentionne que les articles qui intéressent les problèmes de l'indépendance de Madagascar et estime que cette fois-ci le peuple malgache peut et doit espérer. Les Nations Unies ont pensé à nous, les peuples faibles et opprimés, et nous recouvrerons notre indépendance si nous savons nous unir. Quant aux arguments qui le poussent à faire confiance à l'ONU pour faire aboutir la revendication de l'autodétermination de Madagascar, il avance 4 idées essentielles que presque tous les journaux nationalistes de Tananarive vont développer par la suite. Premièrement, en tant que signataire de la Charte des Nations Unies, la France a accepté de mener vers l'indépendance ces colonies qui sont incapables de se gouverner elles-mêmes et de la donner immédiatement à celles qui en sont capables. Ainsi, il est temps de la réclamer. Deuxièmement, Madagascar était, avant l'occupation française, un État souverain et indépendant, et s'il est devenu une colonie française, c'est à la suite de la défaite de l'armée malgache lors d'une guerre régulièrement déclarée entre l'État indépendant malgache et l'État indépendant français. C'est donc justice de rendre son indépendance et ce, conformément au but des Nations Unies. Troisièmement, la Grande Île a été un État reconnu par tous les grands États d'Europe et d'Amérique. Il a signé avec eux des traités conclus suivant les lois internationales. Seule l'Abyssinie se trouve dans le même cas que Madagascar. Les Abyssins avaient perdu leur indépendance après l'agression italienne. Les Alliés viennent de restaurer l'État indépendant d'Abyssinie. Ne serait-ce pas justice de restaurer l'État indépendant de Madagascar ? Enfin, quatrièmement, étant donné la dette de sang que la France doit au pays, consécutive aux aides qu'il lui a apportées lors des 2 dernières grandes guerres, elle doit être reconnaissante en accordant l'indépendance à sa colonie. Et ce sera un honneur pour la démocratie française,
qui a aidé plusieurs nations à recouvrer leur indépendance, de prendre les devants en agissant d'eux-mêmes vis-à-vis de Madagascar. L'orateur termine cette célèbre conférence en demandant à ses compatriotes de se mettre à la tâche le plus rapidement possible et de lutter avec fermeté et avec persévérance. Et dans cette lutte, il faut nous armer non de canons et de mitraillettes mais de courage, de sagesse et d'esprit de justice. N'oublions jamais que l'indépendance que nous réclamons est notre droit le plus absolu. Il est d'autant plus confiant que, de son côté, la France sent le besoin de redéfinir ses relations avec ses possessions outre-mer. Le contexte français, la mise en place d'une nouvelle politique coloniale. Face à la vague de décolonisation qui est en train de gagner les colonies européennes dans le monde, et qui touche en premier lieu l'Asie, la France est obligée de prendre les mesures qui lui permettent de satisfaire certaines aspirations de ses colonies tout en protégeant ses propres intérêts. L'Inspection générale des affaires administratives le note bien en affirmant qu'il paraît certain que l'évolution actuelle de la politique mondiale conduira les nations dites coloniales à accorder de plus en plus de liberté politique aux territoires dits non autonomes. C'est dans ce sens qu'il faut repenser la conférence de Brazzaville, organisée dans la capitale de l'Afrique équatoriale française en janvier-février 1944. La période de la Deuxième Guerre mondiale est difficile pour les Malgaches. Un important contingent de soldats malgaches est parti en France pour défendre la mère patrie en laissant femmes et enfants au pays. Ceux qui sont restés ainsi que l'ensemble de la population souffrent non seulement de la guerre elle-même, mais aussi des efforts qu'ils ont dû consentir pour soutenir la France. Les abus sont tels que le haut-commissaire de Coppet lui-même reconnaît qu'à Madagascar, la juste mesure a été dépassée. Toutes les réquisitions de travailleurs pratiquées sur une grande échelle, souvent au détriment des cultures vivrières les plus indispensables aux autochtones, n'étaient pas justifiées par l'effort de guerre. Des réformes sociales sont donc fortement sollicitées. Ainsi, par l'arrêté du 21 janvier 1946, les autorités coloniales mettent fin au service de l'Office du riz qui, entre-temps, devient la bête noire des nationalistes malgaches. Quant au décret de 22 décembre 1945 et du 20 janvier 1946, ils abolissent l'indigénat, ce code qui ne se contente pas d'officialiser l'infériorité de l'indigène face aux autres groupes de population, mais est également source d'arbitraires et autres abus. Enfin, en avril 1946, le travail forcé est également supprimé. Ces mesures ont été bien accueillies à Madagascar, notamment dans le monde rural où se trouvent les principales victimes de ces institutions de répression et d'oppression. D'ailleurs, les nationalistes malgaches eux-mêmes ne tardent pas à faire savoir leur suppression soit par voie de presse, soit par l'intermédiaire de leurs propagandistes qui sillonnent tout Madagascar lors des consultations électorales. Ainsi, ceux du MDRM en font leur cheval de bataille lors des législatives de juin et de novembre 1946. Mais les initiatives les plus importantes introduites après la guerre dans les colonies françaises concernent le domaine politique. Le symbole fort est la loi Lamine-Gueye du 7 mai 1946 qui accorde aux indigènes le statut de citoyens français. En effet, la France affirme tout haut que désormais la colonisation d'Ancien Régime a vécu et que la France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et de devoirs, et qu'écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tout l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés. Allant plus loin, les dirigeants français issus de la guerre veulent qu'un régime plus libéral, tenant compte des aspirations des colonisés, soit institué. Ainsi, à Madagascar en 1944, un certain nombre de textes juridiques réorganisent le Faucon Olona pour qu'il ne soit plus une institution d'oppression ou encore une source d'innombrables abus. Quant à la question de la participation des Malgaches à la gestion de leur pays, 5 assemblées provinciales sont créées et une assemblée représentative est instituée sur le plan national. Et malgré leurs pouvoirs restreints, ces structures à rôle consultatif répondent en partie aux vœux d'une partie des élites malgaches, pressées de participer enfin à l'exercice du pouvoir, si limité soit-il. L'autre nouveauté importante sur le plan politique est la décision du GRPF d'accorder 2 puis 3 sièges de députés aux Malgaches au même titre que les citoyens français. Ces derniers ont aussi droit à 2 parlementaires dans le cadre du double collège électoral. Pour les Malgaches,
c'est la porte ouverte leur permettant de porter leurs revendications non seulement au niveau des institutions de la République française, mais aussi à celui de l'opinion publique métropolitaine, voire mondiale. Face à cette réorientation politique, l'administration coloniale de l'après-guerre tente, avec les moyens qui sont les siens, de l'appliquer. Des circulaires sont ainsi adressées à ces différents échelons pour recentrer leur rôle. Ainsi, dans une conférence accordée aux administrateurs, le directeur des affaires malgaches note que l'évolution politique est engagée, elle s'accomplit, elle est l'expression de la volonté populaire. Pour la première fois, la Constituante, le Parlement représente tout le pays, hommes et femmes, le gouvernement, sont d'accord sur la question coloniale. Serviteurs de la France, nous avons à appliquer sa politique, à participer à son redressement de grande puissance formant d'un bloc de 100 millions d'habitants. Nous devons, selon nos moyens sur le plan colonial, en faire une réussite française. Quant au gouverneur du Sud, il précise qu'il convient d'évoluer nous-mêmes de la politique des ordres qu'on ne discute pas, à celle des conseils persuasifs librement acceptés. On rappelle alors aux agents de l'administration que de nouvelles idées apportent des modifications profondes dans la doctrine coloniale française dont la Constitution du 27 octobre 1946 est l'expression. Celle-ci assigne à la métropole la mission de conduire sur la voie du progrès social et politique les populations dont elle a la charge. Ainsi, une nouvelle tâche est assignée aux responsables du territoire à tous les niveaux, celle d'adapter notre action au degré d'évolution. Dans son rapport, l'administrateur Capagori note qu'avant 1939, les colonies françaises sont tenues dans une dépendance étroite du pouvoir exécutif métropolitain et qu'aucune représentation parlementaire n'est accordée aux populations. Mais du fait de la Deuxième Guerre mondiale pendant laquelle il était demandé un effort considérable aux territoires d'outre-mer, et la paix venue, ceux-ci devaient nous créer d'inéluctables obligations à l'égard de leur population. Et reconnaissant que les colonisés ont franchi une étape importante dans leur évolution, il fait remarquer que l'arrivée à l'âge d'homme d'une jeunesse indigène formée dans nos écoles, enivrée par une culture fraîchement acquise et avide de participer à la gestion de la chose politique, modifiait également sur le plan local les données du problème colonial. Il s'agit là de l'état d'esprit dans lequel la conférence de Brazzaville elle-même est conduite, et que la Constitution de la 4e République rappelle. Bien évidemment, comme à Brazzaville, les autorités françaises à Madagascar pensent que le pays ne mérite pas encore le statut de l'État libre, a fortiori celui d'État indépendant. Pour elles, en l'état actuel, les populations de Madagascar n'ont pas atteint une homogénéité suffisante pour que le statut d'État associé puisse, sans de graves inconvénients, leur être accordé. C'est ce contexte qui explique, en grande partie, les mesures libérales prises par le gouvernement français, des mesures censées exprimer la nouvelle politique coloniale. D'ailleurs, elles tiennent un très grand rôle dans cette volonté de réforme. Ainsi, la suppression de l'indigénat est présentée comme une mesure d'une importance primordiale au moment où les textes constitutionnels vont proclamer à nouveau l'égalité de tous les Français. Le but est de démontrer aux populations autochtones que la France veut traiter tous ses enfants sur un pied de parfaite égalité. Or le gouvernement de la République est seul responsable devant la France, et devant le monde qui nous observe de la politique à suivre à l'égard des territoires d'outre-mer. C'est pourquoi le gouvernement métropolitain met tout en œuvre pour réussir cette politique. Les hauts responsables coloniaux sont donc amenés à s'insurger contre certains de leurs subordonnés qui ne suivent pas cette nouvelle ligne de conduite. Il m'a été signalé qu'un certain nombre de fonctionnaires, pour rendre inopérante cette mesure, n'hésite pas à recourir à des procédés arbitraires tels que l'arrestation préventive et la détention durant 8 à 15 jours de prétendus prévenus qui sont ensuite relâchés ou bien déférés devant des tribunaux qui prononcent de lourdes amendes, manifestement disproportionnées avec les moyens du délinquant et avec la gravité des faits, alors surtout que les sanctions de l'indigénat étaient précédemment assimilées aux peines de simple police. Devant de tels actes, contraires à la nouvelle politique coloniale française, qui font apparaître chez ceux qui sont chargés de l'appliquer le désir d'y faire obstacle, il est rappelé qu'une telle attitude est contraire au but poursuivi. Ainsi, des sanctions, telles que le rappel en métropole, sont envisagées pour les récalcitrants. D'ailleurs, un certain nombre de circulaires dans ce sens sont envoyés aux fonctionnaires français et plus particulièrement à ceux qui détiennent une parcelle de l'autorité publique. Mais malgré une telle manifestation de bonne volonté,
force est de constater que les nationalistes malgaches se méfient toujours et ne baissent pas leur garde. Malgré le fait que ces réformes constituent des avancées politiques certaines, les Malgaches les ressentent différemment, notamment les nationalistes. Dans les couches sociales les plus vulnérables, particulièrement celles qui ont le plus souffert de la guerre et de ses effets secondaires, l'annonce des mesures sociales libérales, comme la fin de l'office du riz, est bien accueillie. Ainsi, les autorités administratives ne se sont pas trompées en affirmant que ces mesures libérales constituent l'essentiel des revendications des Malgaches. D'ailleurs, le MDRM en a beaucoup profité dans la mesure où la prise de décision relative à la suppression des institutions fortement décriées coïncide avec le premier mandat de Ravoahangi et Raseta. Et leur succès explique non seulement l'idée que la population considère qu'ils y ont joué un rôle déterminant, mais aussi confirme que l'essentiel de ces aspirations est purement social. Néanmoins, les nationalistes restent vigilants d'autant plus que certaines armes répressives comme le fameux décret Kela ne sont pas abolies. Ainsi, la presse nationaliste essaie non seulement de porter à la connaissance des Malgaches la suppression des institutions très impopulaires mais veille aussi au grain. Par exemple, NY Kintani Maraina n'hésite pas à alarmer l'opinion publique au sujet d'un éventuel rétablissement de l'office du riz en écrivant que « les gens du peuple s'inquiètent, car voici qu'on cherche à faire revivre l'office du riz. Les cheveux se dressent sur la tête de tous jusqu'aux plus petits, en apprenant qu'il y en a qui désirent le faire ressusciter des morts. » En fait, le journal s'inquiète du projet de la Chambre de commerce lors de sa réunion du 11 juillet 1946, au cours de laquelle certains de ses membres expriment leur souhait de rétablir l'organisme pour lutter contre la montée du prix de cette céréale. Et comme sur les 19 membres présents, on compte seulement 4 Malgaches, le journal craint qu'une décision favorable au rétablissement de l'office du riz ne soit prise. D'ailleurs, la presse nationaliste publie régulièrement des mises en garde, car un certain nombre de colons tentent, avec la complicité de certains administrateurs, de rétablir le travail forcé et la réquisition des travailleurs d'une manière directe ou indirecte. Quant aux réformes politiques, elles sont bien accueillies par la plupart des nationalistes même si une partie d'entre eux reste méfiante. Ainsi, certains leaders du MDRM jugent la conférence de Brazzaville comme négative à l'égard de son aspect néo-accent-aigu-colonial et rétrograde quant au devenir politique des peuples dominants, et comme un combat d'arrière-garde d'un système de relations inégales à contre-courant de l'histoire. Quoi qu'il en soit, les hommes politiques malgaches manifestent un grand intérêt pour les élections. La preuve en est que ces consultations attirent toujours beaucoup de candidats, et que les débats sont toujours animés même si la force dont chacun dispose est largement inégale. D'ailleurs, ils sont bien conscients qu'il s'agit d'une forme de participation à la gestion de leur pays tel qu'il est stipulé dans les textes internationaux. Lacroix précise même que les aspirations des peuples colonisés sont le désir intense d'avancer un peu plus dans la voie du progrès. Ces peuples désirent également que leurs élites aient part dans la gestion des affaires de leur pays. Ils pensent même que ces élections sont capitales pour l'avenir du pays. D'où les appels incessants aux électeurs pour qu'ils aillent voter. Par ailleurs, ces consultations constituent un moyen pour connaître les aspirations de la population et un parti comme le MDRM ne peut pas s'en passer. En cas de victoire, elle légitimera ses revendications. En tout cas, une partie de l'opinion nationaliste pense que le fait même qu'on appelle les Malgaches à désigner leurs représentants est déjà une avancée certaine. Elle déplore quand même la disproportion entre le nombre des élus malgaches et celui des citoyens français, qui est regrettable parce que les Malgaches sont peu nombreux comparés aux Vasaa, et le fait qu'on est Malgache par la peau est encore bel et bien là, de sorte que les Vasaa qui délibèrent ensemble sur les affaires n'en tiennent guère compte, fait remarquer NY Gazetine Sika. Le journal propose alors une solution simple. Il faudra apporter vraiment un amendement à toutes les délibérations et suivre ces principes qu'on appliquera. C'est-à-dire, l'administration reconnaîtra qu'à Madagascar, les Malgaches autochtones sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont venus du dehors. Voilà pourquoi il serait juste qu'ils soient plus nombreux dans les délibérations. Le contexte malgache, le basculement total vers l'indépendantisme. Depuis sa naissance, le nationalisme malgache ne cesse d'évoluer aussi bien dans ses structures que dans ses idées. Si l'avant-guerre est marquée par une forte aspiration à l'assimilation, l'après-1945 a vu l'indépendantisme triompher.
Comme Arthur Giraud l'affirme en 1927, dans son livre Principes de la colonisation et la législation coloniale, depuis son expansion outre-mer, la France a toujours pensé que l'assimilation est la politique normale à appliquer dans ses colonies. L'idéologie assimilationniste est simple dans les principes. Elle repose sur l'idée que le territoire d'outre-mer n'est que le prolongement de la métropole. L'empire doit avoir un seul et même régime politique, et ses habitants un seul et même statut juridique. L'assimilation peut donc être définie comme l'intégration des colonies dans la République. La conséquence aurait dû en être le transfert dans l'empire colonial de toutes les institutions de la métropole. Mais dans la réalité, ce concept est ambigu et plein de contradictions dans la mesure où son objectif est de franciser les colonies. L'une des formes les plus connues de son application à Madagascar est le décret du 3 mars 1909, donnant aux Malgaches la possibilité de devenir citoyens français. Et même si l'octroi de ce privilège est accordé au compte-gouttes, il n'en demeure pas moins qu'il est convoité par les membres de l'élite malgache. Cela explique, en partie, leur empressement à embrasser les signes extérieurs de l'européanité, vêtements, habitudes domestiques ou alimentaires européennes. D'ailleurs, un des critères permettant d'accéder au statut de citoyen est justement l'adoption d'un genre de vie à l'européenne. Dans la mesure où le nationalisme malgache d'avant la Seconde Guerre mondiale est essentiellement élitaire et tananarivienne, notamment avec la VVS dans les années 1910, ces revendications ont pour cadre la politique d'assimilation. En effet, les militants nationalistes, membres de l'élite intellectuelle indigène, à l'exemple de leurs homologues africains, éprouvaient de l'admiration mais également de la loyauté pour ces Européens envers lesquels ils se sentaient plus ou moins redevables de leur ascension sociale, et cela s'accompagne d'une certaine forme de mépris vis-à-vis de leurs compatriotes. Ainsi, dès le lendemain de la guerre, en 1919, est née à Paris la Ligue française pour l'accession des indigènes de Madagascar aux droits de citoyens. Quant aux poilus, au nom de la dette de sang, ils ne cessent pas de revendiquer la naturalisation promise pendant la guerre. Un saut qualitatif est fait avec Raleigh Mongo, un ancien combattant de la Grande Guerre qui en 1927 avec son équipe anime à Diego Suarez un hebdomadaire, L'Opinion. Cette feuille met alors en avant les idées assimilationnistes tout en menant un combat contre la spoliation des terres, et elle revendique la liberté de la presse et de réunion. Pour les nationalistes, en vertu de la loi d'annexion du 6 août 1896, Madagascar est une terre française. Ainsi les Malgaches doivent jouir de tous les droits énumérés dans la Constitution de la République. Les luttes menées par le mouvement d'émancipation malgache se font donc dans le cadre légal, d'où la réfutation de toute idée accusant les nationalistes de sédition. Et même si l'idée d'indépendance est évoquée dès cette période antérieure à la Seconde Guerre mondiale, il n'en demeure moins que les nationalistes de l'époque croient encore à l'assimilation. Toutefois, les critiques ne manquent pas. Ainsi, les nationalistes malgaches commencent à douter et à se méfier de la volonté de la France d'appliquer réellement à Madagascar sa politique d'assimilation. Dès les années 1930, la tendance assimilationniste du mouvement d'émancipation recule à Madagascar. L'Opinion du 19 juillet 1935 montre la voie en écrivant que « Nous avons compris un peu tard que réclamer le statut de citoyen français était une grossière erreur. Nous avons substitué au mot d'ordre tout citoyen français, cet autre plus rationnel, plus digne d'un peuple qui prend conscience de lui-même, tout citoyen malgache. » Ce revirement devient inéluctable après la guerre, en dépit d'un certain second souffle des assimilationnistes au moment du Front populaire. Ainsi, à la veille du conflit mondial, en 1939, le prolétariat malgache de Dussac, à l'occasion du 150e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, énumère les 14 principales revendications des nationalistes malgaches. Et force est de dire qu'elles ont encore comme cadre la politique d'assimilation. En premier lieu, le journal revendique la reconnaissance du statut de citoyen français en vertu de la loi d'annexion du 6 août 1896 à tous les indigènes de Madagascar. Ce que le deuxième point renforce en affirmant au moins une grande facilité soit accordée aux Malgaches d'obtenir l'accession aux droits de citoyens français par une simple déclaration verbale ou écrite devant l'autorité administrative.
Les autres points sont encore plus explicites quand ils réclament une seule justice pour tous, le transfert à Madagascar de toutes les institutions républicaines, le développement de l'instruction publique, la fin de la spoliation des terres des indigènes, la suppression de l'indigénat, la libre exploitation du sol et du sous-sol par les Malgaches, l'institution d'un cadre unique de fonctionnaires coloniaux, l'intensification de l'assistance médicale indigène, l'égalité de tous devant l'impôt, la suppression de L', organisation administrative régionale, l'application à Madagascar de la loi du 27 mars 1907 sur les conseils des prud'hommes. Et le journal conclut que, en somme, les revendications des indigènes de Madagascar se résument en ceci: application de toutes les lois françaises à Madagascar, terre française. Bref, l'assimilation à la vie dure. Quoi qu'il en soit, la situation politique évolue, consacrant l'indépendantisme au détriment de l'assimilationnisme. Cette étape semble totalement franchie en 1945, quand la quasi-totalité de la presse nationaliste bascule vers la revendication de l'autodétermination de Madagascar. Pour les journaux nationalistes, l'option indépendantiste est logique dans la mesure où l'assimilation est impossible. N.Y. Rarini, dès les années 1930, exprime cette idée en écrivant qu'on a demandé l'indépendance de Madagascar, mais cette indépendance était conditionnelle, c'est-à-dire que sans assimilation l'indépendance était nécessaire. En fait, la prétendue mission civilisatrice française souffre des différentes contradictions dont elle est porteuse. S'il s'agit d'amener l'indigène à évoluer vers une étape plus élevée dans l'échelle de la civilisation, les réalités semblent bien démentir ce principe. Effectivement, les Malgaches, qu'ils soient lettrés ou analphabètes, partagent presque la même condition. Ils sont en état d'infériorité devant les Français et assimilés, créoles chinois. Et dans cette société d'ordre, même les citoyens français d'origine malgache peinent à trouver leur place. Les deux décrets du 22 décembre 1945 et du 20 janvier 1946 ont mis fin au régime de l'indigénat, tandis que la loi Lamine-Gueye du 7 mai 1946 accorde aux indigènes la citoyenneté française complète. Quant à l'article 80 de la Constitution de la 4e République, il stipule que tous les ressortissants des territoires d'outre-mer ont la qualité de citoyens, au même titre que les nationaux français ou des territoires d'outre-mer. Et dès le 13 mai 1946, la radio officielle de Madagascar annonce au public que le journal officiel de la République du 8 mai 1946 a publié la loi Lamine-Gueye votée par l'Assemblée constituante. Elle apprend ainsi aux Malgaches l'octroi des droits de citoyens à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer, à compter du 1er juin 1946. Ainsi, la France, obligée de définir une nouvelle politique coloniale, accède enfin à l'une des revendications du mouvement d'émancipation, mais avec un retard de plusieurs dizaines d'années. Et c'est ce décalage qui explique sans doute le peu d'empressement et le manque d'enthousiasme des Malgaches pour ce statut tant de fois convoité. De plus, la presse nationaliste de 1946 montre une hostilité sans détour contre cette mesure. Fandrosoana Malagasy, toujours en pointe dans les critiques de la colonisation, lance l'attaque dès le 9 mai 1946. Il annonce d'abord qu'il y aura un vote par lequel les Malgaches auront à choisir s'ils veulent devenir citoyens français ou non. Et le journal de rappeler que même les Réunionnais et les Guadeloupéens ont protesté dès qu'ils ont appris qu'ils deviendraient des citoyens français. Il donne alors les raisons pour lesquelles nous n'aurions pas accepté cela. Le fait d'être citoyen français n'apporte rien de nouveau et aucune amélioration. C'est une simple substitution de nom, mais les choses restent ce qu'elles étaient. Il continue. Quand on nous appelait encore colonie, on nous a frappés comme des bœufs de charrette. On a changé le nom de colonie en empire. On nous a frappés comme des bœufs de charrette. On nous a appelés France d'outre-mer. On nous frappait comme des bœufs de charrette et quel que soit le nom qui remplacera celui-là, la cravache nous atteindra pour nous frapper encore comme des bœufs de charrette. Ce n'est pas le changement de leur nom qui améliorera le sort des colonies, et elles resteront des colonies dans le sens propre du mot tant qu'on n'aura pas reconnu leur indépendance. Il est donc évident que la montée en puissance de la revendication de l'indépendance est le résultat d'un manque de confiance entre les nationalistes malgaches et la France, et ses représentants à Madagascar. Et même les réformes censées satisfaire certaines des aspirations du mouvement autonomiste sont jugées comme des leurres destinées à tromper encore et encore les Malgaches.
Maintenant qu'on nous a permis d'extérioriser nos sentiments, nous sommes comme des petits orphelins qui pleurent et auxquels on donne un sucre d'orge pour les faire taire, et lorsqu'ils se seront tus on les pincera et on les giflera même. Et pourquoi ? Nous revendiquons l'indépendance. On nous offre d'abord les droits de citoyens français pour que cela nous éblouisse et pour que nous ne recherchions plus l'indépendance. D'une certaine manière, les nationalistes ne se sont pas trompés dans la mesure où malgré les nouvelles lois sur l'octroi de la citoyenneté, seuls 8000 Malgaches ont pu en bénéficier en 1946. La majorité, en dépit de la suppression de l'indigénat, reste composée de citoyens de seconde zone. Cela est démontré par le fait que lors des différentes élections après la guerre et jusqu'à la mise en place de la loi cadre, on institue, à Madagascar, le double collège. Le premier regroupe les vrais citoyens français, alors que le deuxième rassemble ce que l'administration française appelle, dans une expression consacrée, les citoyens ayant conservé leur statut personnel. Ce second collège regroupe tout simplement les anciens indigènes, dont la situation ne subit aucun changement notable sinon le nom de leur statut. NY Gazetine Sika ne s'y trompe pas en écrivant, à propos des législatives de juin 1946, un article intitulé justement « Tous sont devenus citoyens ». Et juste à l'époque où l'on va voter à nouveau, les indigènes sujets auront les droits de citoyens, mais il semble que ces droits seront encore restreints, car il a été dit qu'il y aura deux sortes d'électeurs. Et force est également de dire que 4 millions environ de Malgaches ne pèsent pas aussi lourd que les 40 000 âmes environ de la communauté française. En effet, ces dernières ont droit au même nombre de députés lors des législatives de novembre 1945 et juin 1946. En novembre 1946, les non-citoyens bénéficient de 3 parlementaires, mais vu leur nombre, ils sont toujours sous-représentés. D'ailleurs, sur ces 4 millions, seuls près de 90 000 ont le droit de vote en juin 1946 et près de 270 000 en novembre de la même année, mais malgré cet accroissement notable, ils ne représentent encore guère plus que le 10e de ce qu'eût donné le suffrage universel, précise le haut-commissaire de Coppet. Et même les Malgaches qui font partie du premier collège ne jouissent pas d'une situation meilleure que celle de leurs compatriotes autochtones. Cela explique d'ailleurs leur participation active aux structures de lutte nationaliste. Car malgré ce privilège d'être citoyens français, le plus souvent ils sont tarses et méprisés de leurs compatriotes qui les qualifient de Vasa Taratasi. Le rapport de la Sûreté générale en 1946 est sans détour en ce qui les concerne. Dans certains milieux autochtones, on ne manque pas de ridiculiser la citoyenneté française en masse, de la façon ci-après. Bonjour Vasa sur papier. Alors que de l'autre côté, ils sont également victimes du mépris des Français et assimilés, chinois. Ainsi, après la Seconde Guerre, les nationalistes ont des raisons suffisantes pour revendiquer l'indépendance au détriment de l'assimilation. Mais de quelle indépendance s'agit-il ? La notion d'indépendance au lendemain de la guerre. Dans la littérature nationaliste, la revendication de l'indépendance est vue comme un sentiment que tous les Malgaches partagent. S'il est difficile de dire que c'est un constat qui reflète vraiment la réalité, il n'en demeure pas moins que l'administration elle-même ne dément pas complètement cette idée. Même dans la brousse, la question d'indépendance est un sujet assez courant de conversation chez les jeunes un peu lettrés. La presse est l'un des moyens de lutte utilisés par le mouvement d'émancipation malgache depuis les années 1920. Et en cette période immédiatement postérieure à la Deuxième Guerre mondiale, elle va montrer sa vraie nature. Une presse d'opinion qui n'hésite pas à s'autoproclamer porte-parole de tous les Malgaches. Ainsi, évoquant sa mission, Gazetani Malagasy avance qu'il est né pour lutter avec courage pour la justice et l'équité. Il est né pour vous montrer la voie à suivre dans les agitations de cette vie. Il est né pour vous apporter des nouvelles. Il est né pour collaborer avec les journaux ses aînés. Les journaux tiennent alors une place prépondérante au sein du mouvement nationaliste. D'ailleurs, lors des élections, leur parrainage est convoité par les candidats. Déjà lors des consultations au Conseil supérieur de la France d'outre-mer en 1939, les principales candidatures sont établies par les différents journaux tananariviens. L'une des causes qui explique l'élection de Ravalojaona est justement le fait que la plupart des journaux de la capitale le soutiennent. Ravoahangi et Raceta, eux-mêmes,
doivent beaucoup à la presse en ce qui concerne leurs multiples victoires électorales de 1945 à 1946. En fait, leur influence dépasse largement le cercle étroit des lecteurs-acheteurs, elle se multiplie par la lecture collective des articles souvent suivis des commentaires. D'ailleurs, le champ géographique de diffusion de cette presse déborde largement le milieu urbain et s'étend dans les petites localités notamment par le biais du commerçant ambulant, véritable missionnaire au service des nationalistes. Et les partis politiques malgaches nés après la guerre n'hésitent pas à adopter ce moyen de lutte efficace pour diffuser leurs idées ou leurs positions politiques. Ainsi, le développement même des idées nationalistes s'est fait en concomitance avec celui de la presse. En 1946, par exemple, le PDM dispose du NY Fandroso Ambaovao et de Faaleovan Tena. Le MSM utilise NY Feo Malagasy, la voix malagasy et en partie la croa. Tandis que pour le MDRM, plus d'une dizaine de titres l'appuient presque aveuglement. La nation malgache, NY Rarini la justice, Mongo, NY Fireneko, NY Fafana la liberté, NY Quintani Maraina, NY Gazetani Malagasy, Simisaraka Union, NY Fivondroniana Malagasy. Entre 1945 et l'insurrection, près de 20 journaux d'opinion nationalistes sont régulièrement publiés à Tananarive. Et ceux-ci vont mener une activité de dénonciation de la situation coloniale, comme la Grande Île n'en a jamais connue. Un rapport de la Direction des affaires politiques résume bien la stratégie des nationalistes par presse interposée. Diffusion de journaux et de tracts, réunions, collecte des renseignements sur les exactions de l'administration. C'est pour cette raison que les tenants du statu quo politique dénoncent la responsabilité de la presse nationaliste dans l'insurrection de 1947 à 1948. Ainsi pour Tana Journal, les journaux nationalistes ont étalé en 1946 et 1947, la plus basse, la plus absurde démagogie, dans toutes ces feuilles, quelle que soit leur source d'inspiration et leur correction avouée ou non. L'un des thèmes favoris de cette presse bouillonnante d'activité est le bilan qu'elle dresse de la présence française à Madagascar pendant un demi-siècle. Pour elle, il est largement négatif pour le malgache qui depuis la conquête ne fait que subir oppression, répression et privation. Des enquêtes sont menées dans les différentes régions de l'île. Elles sont ensuite rapportées et fortement dénoncées par une presse qui n'hésite plus à jouer, soit le rôle de l'avocat soit plus souvent celui du procureur. L'affaire de Sabotsi Nameana en est une illustration parfaite. L'indépendance est, dans ce cas-là, le remède idéal pour mettre fin à la situation déplorable des Malgaches. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'amalgame que les Malgaches font entre indépendance et mesures sociopolitiques de l'après-guerre. Ainsi, toute opposition à l'autodétermination est considérée comme un crime contre la nation. Toute politique autre que la restauration de la souveraineté est crime et brigandage. L'impulsion a été donnée, toutes ces forces spirituelles se sont réveillées, et il serait vain et dangereux de barrer cette montée d'une nation qui a rompu ses chaînes et ne peut plus, coûte que coûte, retomber dans l'asservissement où elle était tenue durant 50 lourdes années. Crie NY Rarini, la justice. Et Mongo, dans un langage très virulent, qualifie l'œuvre française à Madagascar de politique fausse, destinée à écraser la population autochtone. L'indépendance est dans ce cas-là censée représenter un progrès, une ascension sur l'échelle de la civilisation et une avancée certaine dans l'évolution de l'histoire. Ravoahangi lui-même ne dément pas cette image négative de la colonisation, et juge que le peuple malgache est voué au malheur s'il n'accède pas à l'indépendance. Et dans la mesure où ces dénonciations sont quasi quotidiennes, les résultats ne tardent pas à venir. Parcourez villes et campagnes, champs et villages, vous n'entendez qu'un mot. Nous sommes libres, fait remarquer Totolib, un des farouches adversaires du MDRM. La montée en puissance de la revendication de l'indépendance est d'autant plus aisée que de son côté l'administration coloniale ne montre pas toujours un visage menaçant. En effet, la nouvelle politique coloniale française a un impact considérable sur l'évolution des revendications nationalistes. Le vent de liberté, soudain qui parcourt le pays marque ainsi fortement les esprits. Hormis les anciens combattants qui ont vu la France à genoux, les Malgaches s'étonnent que les autorités françaises ne procèdent pas à une forte répression devant les attaques de la presse nationaliste. Certes,
Des arrestations des leaders et notamment des journalistes ont lieu, mais la répression n'a plus la même ampleur qu'auparavant, en tout cas jusqu'au mois de juillet 1946. Ainsi, un peu partout la propagande nationaliste commence à pénétrer dans toutes les couches sociales aussi bien urbaines que rurales. Les gens n'hésitent plus à parler politique, et n'ont plus peur de critiquer les abus de l'administration. Autre fait nouveau qui impressionne fortement la population, la propagande électorale entre 1945 et l'insurrection. Souvent, elle prend la forme d'un réquisitoire contre la colonisation. Et à l'image de Ravoahangi ou Raceta, les nationalistes, hier encore emprisonnés au moindre écart de langage, deviennent des personnalités incontournables pour l'administration. Quelque chose a changé, et la population le sent au quotidien. Totolib ne s'y trompe pas en déclarant que « Nous traversons une période absolument critique. Les esprits semblent faussés, on n'entend plus raison, on ne comprend plus la logique des choses. Il règne un malaise, une lassitude physique et morale déterminant d'un énervement qui se conçoit. Les champs sont abandonnés, les chantiers sont vides, les écoles se dépeuplent. En somme, rien ne va plus. C'est le résultat de propagandes électorales, conduites à outrance. Le mot liberté signifie « tout est désormais permis », la paresse, le vol, l'homicide même, la désobéissance aux autorités. L'impact des mesures libérales dans la région orientale est encore plus visible. Autoriser l'état-vie dans une région forestière, donner cette autorisation à des Betsimisaraka, très attachés à ce mode de culture, attirer au MDRM tous les suffrages. Affirmer que le gouvernement n'existait plus à une population qui avait fourni pendant 4 ans un fort contingent de requis et de tirailleurs, du moment où la réquisition était supprimée et où les démobilisés regagnaient leur village, était admis sans commentaire comme une vérité des apostrophes. Autant plus que cette affirmation était lancée à des indigènes certainement les plus arriérés de la race Betsimisaraka, alors que leur était donnée une liberté entière qu'ils n'avaient jamais osé imaginer. Les conséquences sont multiples. Les impôts ne rentrent plus normalement, les fonctionnaires et les colons se sentent plus que jamais assiégés et menacés, la forêt brûle, les concessions sont désertées par les travailleurs malgaches, enfin, le plus grave sans doute, la diminution sinon la disparition de l'autorité française dans certaines localités. De son côté, la presse nationaliste continue ses dénonciations des abus et des injustices du régime colonial. Et devant la violence verbale des journaux, l'administration ne répond plus d'une manière brutale et systématique. Ce qui impressionne beaucoup, même ceux qui hésitent à adhérer au mouvement d'émancipation. La masse malgache qui ne se solidarise pas avec le mouvement indépendance trouve singulier que l'administration se laisse bafouer par les journalistes malgaches dont les écrits violents sont lus avec curiosité par le public indigène. Celui-ci finit par croire que l'administration a peur des auteurs des articles de journaux, puisqu'elle ne riposte pas aux attaques insolentes des écrivassiers journaleux. L'administration française a-t-elle abdiqué ses pouvoirs et son autorité ? Fait remarquer un rapport administratif. D'ailleurs, pour la majorité des Malgaches de l'après-guerre, l'indépendance ne signifie pas forcément un État malgache disposant de toutes ses institutions. Pour elle, l'autodétermination c'est la nourriture à profusion, des tissus à profusion, du riz, de la viande, la fin de la réquisition, de l'indigénat. Et quand les mesures socio-économiques et politiques de l'après-guerre satisfont en partie ses aspirations, elle ne voit qu'un lendemain qui chante quand les nationalistes lui parlent d'indépendance, notamment ceux du MDRM. Les discours du MDRM sur son origine. Il existe beaucoup de témoignages sur l'origine de l'organisation politique et sur les circonstances de sa naissance. À travers eux, on s'aperçoit que le parti répond à certaines préoccupations de son époque qui se situent dans le cadre général de l'après-guerre. Le MDRM, fruit d'un contexte mondial favorable. Dans le monde, le milieu des années 1940 est dominé par le vent de la décolonisation. Pour ceux qui ont fondé le MDRM, ce dernier se place dans cette conjoncture mondiale. Comme le RDA, Rassemblement démocratique africain en Afrique occidentale française, le MDRM ne peut être que l'instrument pour la réalisation pacifique de cette indépendance voulue dans un monde où le fait colonial brutal, le fait de conquête, l'imposition d'une nation sur d'autres races, le maintien d'une souveraineté qui ne reposerait que sur la force est impossible.
Une nation, la nôtre en particulier, ne maintiendra son influence dans les territoires d'outre-mer qu'avec le consentement libre des populations qui les habitent, et le MDRM, par son idéal, par sa vision de la patrie, rejoint tous les mouvements démocratiques qui, dans le monde, mettent leur ambition au service unique de la nation. Les fondateurs du parti ont également, dans la création du MDRM, une vision encore plus large touchant l'évolution de l'humanité elle-même. Selon eux, le parti enrichira d'une forme nouvelle le trésor commun de l'humanité. Cela est en adéquation avec leur tendance à recourir à des discours appartenant à des valeurs et des cultures étrangères, une attitude qui fait partie des principales caractéristiques du parti, recours à la Charte de l'Atlantique, à l'ONU. D'où la fascination exercée par le second conflit mondial sur ces personnalités. Effectivement, la Seconde Guerre mondiale joue un rôle décisif dans la naissance du MDRM dans la mesure où elle exerce une influence considérable sur ses fondateurs, surtout dans leur vision de l'avenir. Ses causes ainsi que son aspect violent et arbitraire les amènent à poser les problèmes coloniaux, surtout leurs caractères les plus autoritaires et les plus oppressifs, dans un cadre plus global, plus philosophique historique, l'existence de l'homme lui-même, c'est-à-dire la conception de la liberté humaine, de sa condition de vie, de la justice humaine et plus loin encore l'histoire elle-même. Pour les dirigeants du MDRM, la guerre a institué un monde où l'injustice est et doit être bannie pour toujours, où le mythe de Bismarck selon laquelle la force prime le droit a été à jamais effacé de la surface de la Terre par les océans de sang. Désormais un ordre nouveau est créé par le conflit, établi par les grandes nations pour éviter la réédition d'une telle catastrophe et afin de ne plus laisser la force dominer le monde, ni dépouiller les petits et les faibles, ni tenir en esclavage les peuples sans défense. Selon cette pensée du MDRM, dans ce monde libre, chaque peuple a le droit de façonner son avenir. Il peut choisir librement la forme de gouvernement qu'il veut. Un ordre nouveau, où le peuple sera souverain et libre de se gouverner lui-même. Ainsi, dans ce monde nouveau, l'oppression sera bannie, l'égalité régnera et les droits de chacun seront respectés. Un ordre nouveau qui respectera la dignité et les droits humains sans distinction de race, de couleur ni de religion. Un ordre nouveau qui aura pour base la justice, la liberté et l'union qui seuls peuvent assurer au monde une paix durable. Une telle conception est une condamnation pure et simple du fait colonial et de ses corollaires. Oppression dans toutes ses formes, réquisition, travaux forcés, le non-respect de la dignité humaine des indigènes, et la proclamation de leur faillite ainsi que l'avènement d'une nouvelle relation entre les nations, avant basée sur la force et la dépendance, qui sont désormais sur le même pied d'égalité. Bref, il s'agit d'un discours justificatif de la revendication de l'indépendance. Le MDRM ne sera alors que l'instrument aux mains des Malgaches pour leur permettre d'accéder à ces objectifs primordiaux: la justice, la liberté et l'union. Il est aussi un moyen de lutte contre toute injustice et toute contrainte, ainsi qu'un rempart contre la politique de division de l'administration et de ses hommes que le parti n'hésite pas à dénoncer. Le MDRM est un produit de la nouvelle donne internationale dont la Deuxième Guerre mondiale est porteuse. Cette dernière veut anéantir en effet le contenu de la thèse colonialiste dans la mesure où elle est faite contre l'une des formes la plus odieuses de l'impérialisme, afin de voler au secours des peuples opprimés. Et comme la guerre avait mobilisé les forces de toute la terre, et que la victoire ne peut être que commune, la libération ou la liberté qui est son objectif premier doit être un acquis pour tous les peuples et pour l'humanité tout entière. Si on a combattu pour libérer l'Europe sous la botte nazie, on doit libérer les opprimés du système colonial. Il est clair dans ce cas que pour ses fondateurs, le MDRM répond parfaitement à leur vision de cet ordre nouveau, dans la mesure où ils sont préoccupés par la recherche de rénovation en vue du rétablissement des droits des nations et de la paix, une quête dont Madagascar doit être le bénéficiaire. Donc en créant ce parti, ses créateurs manifestent leur volonté affirmée d'être des hommes de leur temps. Mais, en analysant plus profondément encore l'idéologie du MDRM, on constate l'existence d'une véritable philosophie de l'histoire au sein de cette doctrine complexe. Les principaux doctrinaires et dirigeants du parti croient que l'histoire évolue dans un sens positif qui est celui du progrès. Dans ce mythe de progrès commun à toute l'humanité, on admet que le monde marche vers un lendemain meilleur où les forces du mal,
et leurs corollaires tels que l'injustice, l'oppression, le sous-développement, seront dépassés et vaincus. D'ailleurs, elles doivent l'être, car les découvertes et le développement technologique, en particulier la bombe atomique, suscitent beaucoup de craintes mais également d'espoir. Crainte, car ils peuvent mettre en péril la survie de l'humanité, mais également espoir, car cette peur contraint les hommes de reconnaître la primauté de la morale et d'exclure des rapports humains la dictature de force. Ce dernier concept vise évidemment la domination coloniale qui ne peut donc être qu'anachronique vis-à-vis du stade d'évolution de l'histoire humaine, comme de celle des Malgaches. C'est pourquoi les journaux du parti appellent ces derniers à endurer l'oppression de l'administration, car c'est au nom de la liberté, de l'indépendance, de la postérité, des descendants, qu'on mène la lutte et ces actes oppressifs ne sont que le signe annonçant que la rédemption est proche et inéluctable. Les leaders du MDRM, fortement influencés par le marxisme, beaucoup ont fait leur éducation politique dans le PCRM, évoquent la dialectique marxiste selon laquelle l'histoire évolue suivant une lutte perpétuelle entre puissants et faibles. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes, écrit Karl Marx. Cette célèbre phrase du philosophe est alors interprétée dans la doctrine du MDRM comme la lutte entre les Malgaches opprimés et les Français oppresseurs. Mais l'évolution de l'histoire, dont le moteur est les grands événements contemporains, les guerres, les percées technologiques, condamne cela à la disparition en poussant les adversaires à s'entendre et à instituer un monde sans oppression et sans domination. Madagascar, mur pour l'indépendance. Une des thèses avancées pour légitimer la domination coloniale est celle qui désigne les colonisés comme des mineurs inaptes à toute responsabilité et qui ont un besoin constant d'être assistés. Dépourvus de toute personnalité, ils sont tributaires de la mission humanitaire européenne pour assurer leur évolution dans le cadre général de l'évolution humaine et de l'histoire elle-même. Mais à partir de 1945, les fondateurs du parti récusent une telle affirmation. Pour eux, les Malgaches sont devenus des adultes responsables, prêts à diriger leur destinée et leur pays et capables de le faire. Pour le prouver, ils avancent la vision d'un passé précolonial malgache considéré comme un âge d'or et les 50 ans de domination civilisatrice française. Reprenant une vieille idée de la VVS, qui dans les années 1910 affirme que les Malgaches peuvent gouverner leur pays car ils avaient déjà, avant la conquête française, un gouvernement structuré. Le MDRM recourt également à cette image d'un État souverain et indépendant, reconnu par les pays étrangers pour justifier sa revendication de maturité, un gage légitimant l'indépendance. C'est pourquoi le parti préfère parler non pas d'une acquisition de l'autodétermination, mais plutôt d'une restauration. Cette représentation du passé monarchique, en particulier celui des Hautes-Terres, constitue une sorte de réplique aux accusations plus ou moins racistes du colonisateur en ce qui concerne le niveau de civilisation des Malgaches. On précise donc que Madagascar avait 8 ministères avant l'occupation et que des progrès, tels l'installation dès 1887 des lignes télégraphiques, la mise en place des projets de grands travaux routes, chemins de fer, étaient en gestation mais la préparation de la guerre contre la France aurait empêché leur réalisation et ce n'était qu'un commencement. N.Y. Rarini, la justice continue en écrivant qu'évidemment les Français ont fait depuis 50 ans tant de belles choses à Madagascar mais n'ayez pas l'air de nous dire que s'il n'y avait pas les Français, il n'y aurait rien de fait et nous aurions toujours méconnu ces belles choses. N'ayez pas aussi l'air de nous dire que seule l'obédience de Madagascar à la France permet celle-ci d'aider les Malgaches dans leur évolution. Nous affirmons, nous, que la France aurait fait beaucoup plus de bonnes choses qu'en ce moment si elle avait conservé vis-à-vis de Madagascar les rapports d'une nation avec une autre, si elle avait travaillé selon un traité d'amitié et d'assistance. En somme, on condamne l'annexion de l'île en justifiant les différentes revendications du mouvement d'émancipation, indépendance, justice, égalité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.